Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter une pathologie infectieuse virale qui est le candylome acuminé. Alors ce nom, ça provient du latin Candyloma acuminata et on peut l'appeler aussi simplement la verrue vénérienne. Alors pourquoi vénérienne? C'est parce que c'est une maladie infectieuse à transmission sexuelle qui est secondaire à l'HPV. Alors l'HPV, c'est l'abréviation qu'on donne au Human Papilloma Virus, ça veut dire le virus papilloma humain. Et surtout, on incrimine en fait les types d'HPV qui sont de bas risque, notamment le type 6 et le type 11. Alors le candylome acuminé, il peut prendre sur l'aspect microscopique différentes formes. Alors il peut être soit invisible, et donc on aura par exemple quand c'est une localisation vulvaire ou bien cervicale à utiliser la colposcopie pour visualiser les lésions. Il peut donner des excroissances de petite taille ou aussi se manifester par des masses qui sont assez larges. Voilà, donc pour ceci, j'aimerais vous inviter à observer avec moi certains labs virtuels. Donc il y aura deux cas qu'on va discuter. Donc la première qui est celle-là. Donc c'est un prélèvement en fait au niveau d'excroissance qu'on a observé au niveau de la vulve. Alors au niveau de la partie cutanée. Parce que comme vous le savez, la vulve elle comporte une partie qui est cutanée, ça veut dire là où on va trouver un épithélium malpigien qui possède une couche granuleuse et une couche cornée, et une partie qui est muqueuse, là où on va trouver une muqueuse qui rappelle un peu l'aspect de celle qu'on trouve au niveau de l'œsophage, du vagin ou au niveau de l'exocole. Ça veut dire un épithélium malpigien où on aura une rétention du noyau jusqu'aux couches les plus superficielles, et bien sûr sans présence d'une couche granuleuse ou une couche cornée. Voilà, donc ça c'est un premier prélèvement qu'on a pris au niveau de la partie cutanée de la vulve. Donc on a pris ces excroissances et ce qu'on voit ici, donc c'est plusieurs fragments. Et déjà fait le grossissement, on voit que c'est un tissu essentiellement malpigien. Voilà. Donc, alors j'aimerais vous montrer là un aspect qui est un peu plus ou moins normal. Donc pour garder à l'esprit cette épaisseur. Voilà. Donc comme on voit ici, donc on a un épithélium malpigien et puis en bas on a un derme, un tissu conjonctif qui est lâche à ce niveau. Et puis l'épithélium, rappelez-vous de cette épaisseur. Donc on voit qu'il comporte plusieurs couches. Donc avec la couche cornée qui est à ce niveau, donc qui est un peu d'aspect normal, avec une couche granuleuse qui est tellement fine. Donc les cellules qui comportent au niveau du cytoplasme des grains de keratéoline qui sont foncés, qui sont basophiles, et puis on a la couche épineuse et puis la couche basale à ce niveau. Et je vous rappelle voilà, donc que plus de détails sur la composition de l'épiderme, elle est déjà disponible sur la chaîne sous forme d'une vidéo. Voilà, je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Alors, je vous ai montré ces parties qui est plus ou moins normale pour essayer de comparer cette épaisseur avec celle-là. Alors, vous voyez une différence qui est franche, et on voit que l'épaisseur sur ce fragment-là, elle s'étend de là jusque là. Alors là, on se pose la question, qu'est-ce qui a changé au niveau de notre épiderme, au niveau de notre épithélium malpigien pour que ça devienne avec cette épaisseur-là? Alors il y a plusieurs facteurs qui ont intervenu. Alors déjà première chose, donc si on compare la couche cornée ici, donc on a une augmentation remarquable de la couche cornée. Donc toute la partie qui est eosinophile au niveau de la superficie, donc c'est la couche cornée, donc on voit qu'elle est épaissie. Ensuite, on a une différence d'épaisseur de l'épithélium lui-même. Donc là, c'est l'épaisseur de mon épithélium. Troisième mécanisme qui explique cette augmentation de l'épaisseur, c'est la formation de structures papillaires. Alors ici, en normal, on a un aspect plus ou moins plan, comme par exemple là aussi. Et là, on n'a plus cet aspect plan, on a plutôt une émission, une projection de structures qui sont papillaires. Alors on a une structure papillaire, une autre qui est papillaire et une autre qui est papillaire. Donc ça, c'est le troisième mécanisme. Et puis, on a également, au lieu d'avoir ces structures-là, donc ces structures épidermiques qui vont s'enfoncer au niveau du chorion, ce qu'on appelle les crêtes épidermiques, au lieu d'avoir des crêtes épidermiques qui sont de cette épaisseur, on a des crêtes épidermiques qui prolifèrent, voilà, et qui sont d'épaisseur assez remarquable. Voilà, donc tout ça, ça explique comment et pourquoi on a eu cette excroissance qui est visible à l'œil. Donc j'arrive maintenant sur le fragment qui est pathologique, ce qui est le cas d'ailleurs pour ce fragment au niveau de sa côté, ce fragment, bon, on a presque tous les fragments qui sont pathologiques, qui représentent en fait ces anomalies qui vont donner cet aspect d'excroissance sur le plan macroscopique. Alors, on va détailler maintenant ce qu'on a sur ce fragment pathologique. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la couche cornée? Bah, elle est épaissie.
Alors, on appelle ceci hyperkératose. Alors, c'est l'épaississement de la couche cornéenne. Et on voit qu'il y a deux zones différentes. Donc, on a des zones là où on a plus de rétraction de noyau, ça veut dire qui contient uniquement des débris et en fait des kératinocytes qui sont morts, sans visualiser les noyaux. C'est ce qu'on appelle une kératose orthokératosique. Et on a en même temps des zones là où on a une rétention des noyaux. C'est ce qu'on appelle la parakératose. Et on a en fait les deux voilà, qui sont associés avec une prédominance de la parakératose, ça veut dire la rétention des noyaux, donc les noyaux qu'on voit ici, surtout au niveau des pics des structures papillaires. Donc voilà une papille, et au niveau de son pic, voilà, on a la rétention des noyaux. Là aussi, une rétention des noyaux. Là aussi, une rétention des noyaux, et là aussi on a cette tendance donc d'avoir une parakératose, surtout en regard ou bien au niveau des pics des structures papillaires. Donc ça a été avec la couche cornéenne. Alors maintenant pour l'épiderme, l'épithélium malpighien, donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a une acanthose, c'est-à-dire un élargissement et une exagération de l'épaisseur de cet épithélium malpighien. Donc aussi on aura à observer cette croissance qu'on appelle endophytique, ça veut dire on a des crêtes épidermiques qui sont de grande taille et qui vont pousser vers la direction du chorion ou bien du derme. Donc c'est ce qu'on est en train d'observer. Donc on a de grandes crêtes épidermiques qui vont faire leur croissance dans la direction du tissu interstitiel. Alors, puisque le condylome acuminé, c'est une entité qui est secondaire à une infection virale, donc le vrai diagnostic de confirmation, c'est l'identification du virus. Alors quoique on sait sur microscopie optique, on ne va jamais observer le virus lui-même. Et donc, ce qui fait, on doit chercher des signes d'infection des kératinocytes par ce virus. Et ça, on l'appelle le coïlocyte. Alors le coïlocyte, tout simplement, c'est un kératinocyte qui montre des signes d'infection par l'HPV, qu'on va trouver où? Tout simplement au niveau des couches superficielles de l'épithélium malpighian. Et je vous montre l'astuce, déjà au faible grossissement, donc on peut facilement les repérer en repérant des zones qui sont un peu claires. Alors comme par exemple celle-là, donc on voit des zones qui sont un peu claires, alors par exemple au niveau de cette zone et au niveau de cette zone. Alors on va agrandir par exemple au niveau d'une région, par exemple ici. Et pourquoi est-ce que les zones claires vont nous diriger vers l'endroit où on va trouver les coïlocytes? C'est parce que ce coïlocyte, il possède un halo clair en périnucléaire. Et surtout quand ils sont rassemblés les uns à côté des autres, donc ça donne au faible grossissement une zone qui est un peu claire, donc qui facilite le fait de les repérer. Voilà, donc ce qu'on voit ici, donc tout ça, les cellules qui sont dotées d'un halo clair, c'est les coïlocytes. Alors en plus de ça, on a d'autres caractères qui sont importants. Alors tout d'abord, on a un noyau au centre, voilà, donc au centre de l'halo clair, qui est tout à fait atypique. Alors pourquoi j'ai dit que c'est atypique? Et toujours en comparaison avec des noyaux de kératinocytes qui sont normaux, par exemple celui-là. Donc on voit déjà que le bord ou bien les contours du noyau sont irréguliers. Voilà, on n'a pas ce contour qui est fin, qui est très régulier, bien arrondi, bien lisse. Plutôt on a des contours qui sont irréguliers. Ça c'est la première chose. Alors puis la chromatine à l'intérieur, au niveau du kératinocyte normal, on a une chromatine qui est assez homogène. Donc avec parfois présence de nucléoïdes qui est un élément tout à fait normal au niveau d'un kératinocyte. Alors sauf que au niveau d'une cellule coïlocytaire, par exemple à ce niveau, donc on a une distribution qui est irrégulière et anormale de la chromatine. On a des zones qui sont un peu denses, comme par exemple à ce niveau, et des zones qui sont claires, avec parfois des nucléoïdes qui sont visibles, qui peuvent être d'ailleurs multiples au niveau de la cellule. Voilà. Donc autour de l'halo clair, donc on a également observé une zone de densification du cytoplasme. Alors l'explication elle est simple, c'est parce que déjà l'halo clair c'est en fait une accumulation de particules virales, et puis tout l'espace qui a été occupé par le cytoplasme avant, ça va être occupé par cet halo, et le reste du cytoplasme va être écrasé contre les bords de la cellule. Et cet écrasement, cette concentration, si on va dire, du cytoplasme au niveau des bords de la cellule, donc ça va donner cette petite densification de la couleur du cytoplasme. Voilà, donc on a également à observer d'autres anomalies au niveau de ces coïlocytes, notamment la présence de binucléation. Parfois on aura à voir plus de deux noyaux, on appellera ça bien sûr une multinucléation, et les autres cellules, comme vous le voyez, donc elles présentent des anomalies nucléaires, voilà, donc des atypies. Donc on voit ici par exemple les contours, on a un caractère hyperchromatique, ça veut dire que la chromatine ici elle paraît plus foncée que celle qu'on va observer au niveau d'un kératinocyte normal. Par exemple, voilà un exemple d'un kératinocyte normal, et comparez-le à celui d'un coïlocyte. Voilà, donc toujours avec le caractère des noyaux, l'halo clair, et puis la densification, ce caractère foncé de l'éosinophilie de la partie périphérique du cytoplasme. Alors comme vous voyez ici, on a quelques cellules
qui sont superficielles, donc on est à proximité de la couche cornée, qui montre d'ailleurs des noyaux qui sont retenus, donc c'est une parakératose, et on a ces cellules-là, donc qui contiennent des granules au niveau de leur cytoplasme, c'est tout simplement des cellules de la couche granuleuse, et on voit que l'épaisseur elle est élevée, l'épaisseur elle est augmentée, donc c'est assez épaisse cette couche granuleuse, et on appelle ça une hypergranulose. Alors en même temps, et associé à ces anomalies, on peut tomber parfois, et parfois ils sont assez nombreux au niveau du prélèvement du condylome acuminé, ces cellules-là, donc ils sont rétractées, donc laissant place à une champ de rétraction blanche tout autour, un cytoplasme qui est éosinophile et un noyau qui est de petite taille pycnotique. Alors ça on les appelle des cellules dyskératosiques. Et c'est un témoin d'un problème, d'un trouble de maturation des kératinocytes, ça veut dire que ça, c'est une cellule qui a subi la transformation en couche cornée avant qu'elle arrive à ce niveau-là. Et ça, la présence de cellules dyskératosiques, c'est un élément important, notamment dans les cas d'infection HPV sur un frottis cervico-utérin, où on a observé souvent une grande quantité de cellules dyskératosiques associées à des collocytes. Voilà, donc c'était le premier exemple, et comme j'ai dit, c'était un prélèvement au niveau de la partie cutanée de la vulve. En plus, au niveau du chorion ou du derme, alors on va dire maintenant derme parce qu'il s'agit d'une vraie peau, et pas d'une muqueuse, on a en association des éléments inflammatoires, notamment des lymphocytes, ce qu'on voit ici, donc les petites cellules avec le noyau hyperchromatique, et puis également des polynucléaires neutrophiles. Donc ce qu'on voit ici par exemple, ce qu'on voit ici, tout ça c'est des polynucléaires neutrophiles. Mais ça reste non spécifique. Donc ces observations, donc on va les trouver également sur les autres fragments. Donc je passe maintenant à un autre prélèvement, donc c'est toujours le cas d'un condylome acuminé, toujours au niveau de la vulve, mais cette fois c'est un prélèvement au niveau de la partie muqueuse de la vulve. Et donc on voit déjà ça, parce que sur les différents prélèvements on ne voit pas une couche cornée. Donc voilà, donc je vous montre tout d'abord la partie qui représente un aspect plus ou moins normal, donc pour se rappeler de cette épaisseur et pour pouvoir la comparer à l'épaisseur de l'épithélium mapillien ailleurs. Alors ça veut dire au niveau des régions qui sont atteintes par cette entité qui est le condylome acuminé. Voilà, donc on voit que l'épaisseur elle est largement grande par rapport à ce petit feuille. Donc on va agrandir maintenant, et puis j'ai à mentionner également que dans ce cas, on avait de la chance de trouver particulièrement une grande abondance des collocytes. Alors on va les repérer tout simplement par l'astuce que je vous ai donnée, c'est de repérer les zones qui sont un peu claires, par exemple au niveau de cette zone, au niveau de cette zone, ces zones-là, là aussi. On va descendre à un plus fort grossissement au niveau de cette partie. Et là, le diagnostic il est évident, aucun doute, c'est des collocytes. Voilà. Donc on va voir les différentes caractéristiques, de nouveau, mais très rapidement cette fois. Donc on a des cellules qui sont dotées d'un halo clair, ce qu'on voit ici. Cet halo clair est accompagné par cette zone de densification de cytoplasme en périphérie. Les noyaux ils sont atypiques. Alors dans cet exemple on a à observer fréquemment des binucléations, ce qui est le cas ici, deux noyaux, deux noyaux, deux noyaux, deux noyaux, deux noyaux. Parfois même des multinucléations, par exemple dans ce cas on a 4 noyaux. On a ici un aspect polylobé du noyau qui est très irrégulier, voilà, avec les autres anomalies de la chromatine, notamment l'hyperchromasie, donc c'est des noyaux qui paraissent foncés par rapport aux noyaux normaux, avec bien sûr des irrégularités des contours nucléaires, comme ce qu'on est en train d'observer sur ce noyau, donc des contours qui ne sont pas lisses, qui ne sont pas réguliers, donc, mais plutôt ça présente un aspect un peu lobulé des contours, là aussi la même chose. Dans ce cas, on peut également observer une infiltration et une exocytose d'éléments inflammatoires, notamment des polynucléaires neutrophiles. Tout ce qu'on voit ici, c'est des polynucléaires neutrophiles, des cellules inflammatoires qui vont se faufiler entre les cellules collocytaires et les autres cellules de l'épithélium mapillien. Donc là aussi, on a ces cellules qu'on avait vues sur l'exemple précédent, ça veut dire des cellules qui sont rétractées avec un cytoplasme éosinophile et un noyau qui est pycnotique. Alors ça, c'est un exemple. Voilà un autre exemple, c'est des cellules qui sont en dyskératose, qui sont souvent associées à l'infection par l'HPV. Donc voilà, comme ça, c'était les deux lames que je voulais vous montrer. Et je passe maintenant à une petite récapitulation de ce qu'on vient de voir. Donc bien sûr, les deux liens pour les deux lames virtuelles qu'on a observées, je vous les mets dans la description. Alors comme ça, vous pouvez les voir à tête reposée. Alors je commencerai par des généralités en disant que l'HPV
Et souvent, les types de bas risques, ça veut dire le 6 et le 11, ce sont eux qui sont incriminés dans cette pathogénèse du candylome acuminé. C'est une IST, la transmission sexuelle, et cette entité, elle porte plusieurs noms. Donc on peut l'appeler soit candyloma acuminatum, candylome acuminé, verrue vénérienne. Sur le plan macroscopique, bon, c'est très variable. On peut voir des lésions qui sont non visibles à l'œil nu, et donc c'est un aspect, on pourrait l'appeler microscopique, et qu'on pourrait détecter uniquement par colposcopie. Ça peut donner également des excroissances petites, mais qui sont visibles à l'œil nu. C'était le cas d'ailleurs pour les deux limbes virtuelles qu'on avait observées. Et puis ça pourra donner également des lésions de grande taille. Alors ils peuvent être soit sessiles ou pédiculés, de couleur blanche ou rouge, et puis on peut avoir, quand on a le diagnostic d'un condylome, une association à d'autres condylomes. Ces condylomes peuvent être associés également à des lésions de dysplasie, ça veut dire un état précancéreux, ou même tomber sur un carcinome épidermoïde à l'étape invasive. Et ces associations, ils peuvent être absorbées de façon synchrone, ça veut dire au moment où on a posé le diagnostic, ou métachrone, ça veut dire chez un patient qui est déjà connu porteur de ces condylomes, et par la suite il va développer soit une dysplasie ou bien un carcinome épidermoïde invasif. Sur le plan microscopique maintenant, comme on avait vu cette papillomatose, ça veut dire la formation de structures papillaires qui sont ou bien qui peuvent présenter des branchements qui sont simples ou complexes. Elles sont tapissées par un épithélium malpighian acanthosique, ça veut dire d'épaisseur élevée, avec des axes fibrovasculaires. Alors souvent, on aura en association avec prolifération endophytique des crêtes épidermiques. Les coïlocytes, c'est l'élément clé pour le diagnostic. C'est en fait des kératinocytes qui montrent des signes d'affection par l'HPV, qu'on va trouver surtout au niveau des couches superficielles. Et souvent, ils sont nombreux, mais parfois, ils peuvent être rares ou même absents. Alors, dans le cas où ils sont absents, là, on sera forcé de répandre qu'il s'agit d'un papillome, parce qu'on a une architecture qui est papillaire, malpighian, parce qu'on a ces structures papillaires qui sont aux dépens d'un épithélium malpighian, et ceci pourra être compatible avec un condylome, mais sans pouvoir le confirmer parce qu'on n'a pas observé de coïlocytes. Dans les coïlocytes, ça dispose d'un halo périnucléaire, donc une zone de condensation en périphérie du cytoplasme qui va paraître plus foncé, des noyaux qui sont hyperchromatiques, avec une chromatine qui est granulaire, parfois motée, il peut être large ou rétracté, ça veut dire il peut présenter des tailles qui sont variables, et des contours qui sont irréguliers. On peut tomber sur des ou des multinucléations. Parfois, on peut observer des mitoses, ça dépend des kératinocytes, mais ça doit être confiné au tiers inférieur du revêtement, et on pourra également observer d'autres éléments, notamment la para- et l'orthokératose, ce qu'on a déjà vu, l'hypergranulose, chose qu'on a également vue. On peut également observer une hyperplasie des cellules de la couche basale, et également au niveau du chorion ou du derme, ça dépend si le prélèvement provient de la partie muqueuse ou cutanée de la vulve, on pourra observer à ce niveau un infiltré inflammatoire chronique qui reste superficiel. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça va être utile pour vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.